Vous écoutez Le Livre d'or, un balado qui vise à commémorer la fondation du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec. On y discute de son histoire, de ses réalisations, mais aussi de l'état actuel de la recherche en sciences humaines et de son avenir. Fondé en 1982 par les professeurs Richard Giguère et Jacques Michon, le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, s'intéresse aux gens et aux métiers du livre, à la situation du marché du livre ancien et contemporain, aux usages du livre, aux archives éditoriales. Je suis Maxime Bolduc, doctorant et auxiliaire de recherche au GRELQ. Je suis Caroline Boivin, doctorante et auxiliaire de recherche au GRELQ. Une fois par mois, on vous invite à découvrir la signature d'individus qui ont joué un rôle déterminant dans l'évolution ou les réalisations d'un groupe de recherche quarantenaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rencontrons Frédéric Brisson pour discuter de son parcours en général, mais plus particulièrement du DESS en édition et de son travail aux éditions David. Frédéric Brisson est directeur général des éditions David. Jusqu'à tout récemment, Frédéric occupait le poste de directeur général du regroupement des éditeurs franco-canadiens, un organisme qui appuie le rayonnement des maisons d'édition franco-canadiennes. Précédemment, il a été responsable du programme de deuxième cycle en édition de l'Université de Sherbrooke, une institution où il a également complété un doctorat en études françaises. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, pourriez-vous nous dire ce qui vous a amené à étudier l'histoire du livre? Bien sûr, en fait, c'est à moitié le hasard et la moitié un intérêt préalable. La portion hasard, c'est que je me suis inscrit au baccalauréat en études littéraires à l'Université de Sherbrooke. Et là, je suis tombé dans des cours sur la sociologie de la littérature et il y avait notamment un professeur qui s'appelait Jacques Michon, qui était cofondateur du GRELQ avec Richard Giguère, qui m'avait invité à faire des travaux pour le GRELQ. Et donc, il y a ça, qui était le fait de m'être inscrit à l'Université de Sherbrooke plutôt que de m'être inscrit en littérature dans une autre université où sûrement j'aurais eu un parcours différent puisque les spécialités ou les centres d'intérêt étaient aussi différents dans d'autres universités. Puis la portion intérêt préalable, c'est qu'en fait, je m'étais aussi adonné à avoir lu une autobiographie de Maurice Nadeau, qui était un intellectuel et un éditeur du 20e siècle. Il avait publié 2 gros volumes où il racontait ses fréquentations de Gide, de Breton, de Prévert. Il avait fait partie de la Résistance, il avait été éditeur de Henry Miller, d'Henri Michaud, plein d'autres. Et il a lancé plus tard aussi la carrière de Michel Houellebecq. Alors, ça semblait être rempli d'actions, de rebondissements, d'aventures, le tout sur un fond culturel. Donc, ça me semblait être un domaine passionnant, l'édition. Alors, d'où l'intérêt que j'ai eu pour le domaine. Chacun son genre d'action, hein? Mais effectivement, je crois que ça peut bien piquer la curiosité d'un étudiant, tout ça. Et donc, vous avez dit que vous avez fait partie de projets au sein du GRELQ. Vous y avez été impliqué, en fait, pendant plusieurs années et même très impliqué, hein, selon ce qu'on nous a dit. Alors, j'aimerais vous demander en quoi le fait de faire partie de ce regroupement a marqué votre formation en recherche? Bien, ça a été très formateur pour moi, très enrichissant, nourrissant. Il y a eu plusieurs projets successifs, donc je travaillais surtout avec M. Michon, puis par exemple, il y a eu un projet sur les archives des éditeurs en collaboration avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il y avait eu des recherches sur certains éditeurs. Je me souviens d'un sur lequel j'avais été penché en particulier, qui était Guernica, un éditeur qui était originalement à Montréal et ensuite qui a déménagé à Toronto. Il y avait aussi une maison d'édition qui avait été fondée par un professeur de l'Université de Sherbrooke, Antoine Nahaman, sur laquelle j'avais fait des recherches. Donc, les mandats étaient assez variés, puis je trouvais que ça ouvrait les horizons, que ça donnait des pistes, aussi des raisons de faire des recherches qui étaient différentes de celles des cours, puisqu'évidemment, dans les cours, on y va selon ce qui est demandé, selon le programme, mais c'est quand même plus morcelé, tandis qu'un groupe de recherche, ça donne une certaine structure, un groupe, c'est un partage avec d'autres étudiants, avec des profs, donc il y a un effet d'émulation qui se produit. Et puis, ça permet aussi de participer à la vie universitaire, à différents colloques. Ça donne accès aussi à d'autres groupes qui sont liés au GRELQ. Par exemple, la QAI, l'Association québécoise pour l'étude de l'imprimé. Il y avait la Société bibliographique du Canada aussi, à laquelle j'ai participé à un de leurs colloques. Donc, il y avait un ensemble
d'opportunités, de mandats qui étaient attrayants, puis qui permettaient de se lancer dans des recherches qui ça donnait un certain sens aux recherches. Et on se disait qu'au moins les profs pour lesquels on faisait ces recherches-là allaient en bénéficier ou les réutiliser par la suite. Et donc, c'était vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Tout à fait. Donc, en bénéficier, bien sûr. Et en parlant de grands projets, vous avez participé, entre autres, au 3e tome de l'Histoire du livre et de l'imprimé au Canada et plus récemment au Dictionnaire des gens du livre au Québec. Qu'est-ce que ça apporte dans un parcours intellectuel de participer à des projets d'une telle envergure? Mais là aussi, c'est enrichissant et nourrissant. C'est un peu comme faire partie des groupes de recherche mais à un autre niveau aussi, à des plans un peu différents. Puis pour moi, il y a aussi un projet collectif qui était au GREL, qui était l'histoire de l'édition littéraire au Québec, auquel j'ai eu la chance là, de faire les chapitres là, sur la librairie et sur la distribution dans le 3e volume, qui avait été là aussi, c'est un défi. Donc quand on travaille pour, disons, le groupe de recherche, on a certains mandats, mais on se dit que, quelque part, ceux qui vont rédiger ou ceux qui vont utiliser la recherche, c'est peut-être d'autres que nous. Mais là, quand on a le mandat d'écrire soit un chapitre, soit un article, comme ça a été le cas aussi pour Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, sur, mettons, la librairie au 20e siècle, on dit, OK, il faut partir avec une certaine... certains objectifs, c'est motivant. On se dit, voici le mandat, mais maintenant, il faut l'atteindre. Donc, à quelque part, il y a toute une série de démarches auxquelles ça donne lieu, auxquelles on ne serait pas confronté si c'était pas qu'on avait ce mandat-là. À quelque part, c'est particulier comme démarche. Ça procure aussi une certaine reconnaissance, éventuellement, quand on est publié, d'avoir son nom en tête de l'article, de voir qu'on a contribué à ce grand édifice du savoir collectif. Bien, ça donne une certaine crédibilité, puis une certaine satisfaction aussi d'avoir relevé le défi. Et puis, ça donne aussi un regard sur les démarches, sur les procédés de l'intérieur, parce que quand on est étudiant encore, on a les livres devant soi, mais on comprend pas nécessairement comment c'est fait ou qu'est-ce qui mène à avoir cet objet du savoir ou de culture en face de nous. Alors, quand on est impliqué dans la démarche de publication, qu'on voit comment se fait l'organisation au départ de la table des matières, des mandats de chacun, comment ça se dessine, quels sont les délais, qui sont toujours beaucoup plus longs que ce qu'on peut penser au préalable. Quelles sont ensuite les démarches de révision linguistique, de révision aussi par intellectuelle, par les pairs. On comprend à quel point tout ça est sérieux et à quel point ça a une réelle envergure. Et puis là aussi, il y a un côté colloque vie universitaire que j'ai toujours beaucoup aimé. Je me souviens tout particulièrement pour Histoire du livre et de l'imprimé au Canada, quand il y avait eu un colloque entre auteurs du volume à Vancouver, dans lequel chacun parlait, disait ce qu'il allait amener au volume, quels étaient ses mandats de recherche. Et ça avait été vraiment enrichissant sur plusieurs plans, là aussi, pour connaître d'autres profs, d'autres universités à travers le Canada. Alors, il y avait là-dedans plusieurs découvertes qui étaient... forcément, une découverte, c'est toujours nouveau, mais moi qui ai toujours été curieux, ça m'a toujours nourri d'apprendre de nouvelles choses et de comprendre comment les choses se passent. Ah, bien sûr, mais ce genre de rencontre scientifique-là, en amont d'un projet de cette envergure-là, ça doit être particulièrement stimulant et je crois qu'on nous en avait glissé quelques mots dans un précédent épisode de balado, justement de ce colloque-ci. Changeons maintenant de thématique. Là. Dans un de mes assistanats de recherche, j'ai écouté certaines des entrevues que vous avez conduites auprès de libraires et de distributeurs. On nous a dit que vous avez été, peut-être avec Fernand de Roy, l'un des premiers à vous intéresser à l'histoire de la librairie au GREL, qui est peut-être même au Québec. Pourquoi ce travail, qui est bien sûr novateur, vous apparaissait-il également nécessaire? Bien, moi, j'ai toujours été fasciné par ce lieu qu'est la librairie, par ce métier. J'ai toujours cru à l'importance du rôle des libraires. Alors, je pense que ça correspond aussi à l'intérêt que j'ai toujours eu pour la matérialité, les questions pratiques, l'objet livre lui-même dans toutes ses facettes. J'ai
Aussi parce que j'y ai fait plusieurs découvertes. Il y avait en fait de nombreuses figures qui étaient intéressantes, qui étaient presque mythiques dans le domaine de la librairie. Bien sûr, Henri Tranquille, dont on va parler bientôt, mais aussi plusieurs autres en remontant au 19e siècle. C'est toujours des gens engagés qui ont la volonté de faire changer les choses. Il y a un côté presque monastique là, à tenir les livres pour les gens qui viennent. Il y a une forme de mission là-dedans que j'ai toujours trouvé interpellant dans la librairie. Et quand on s'y plonge, on découvre à quel point c'est varié, qu'il y a la librairie générale, disons, la librairie, les chaînes de librairies, la librairie indépendante, les librairies spécialisées, les librairies de livres anciens. C'est un monde en soi. Et encore plus négligé, la distribution, donc tous les canaux qui sont les intermédiaires entre les éditeurs et les libraires. Là aussi, ils ont un rôle majeur à jouer. Puis je compare ça souvent de la plomberie, dans le sens où tant que ça fonctionne bien, on s'en rend pas compte. Mais le jour où ça pète, là, on voit que c'est la catastrophe et qu'il n'y a plus rien qui se rend là où on veut que ça se rende. Mais malgré tout, c'est pas seulement logistique le rôle que jouent les diffuseurs et les distributeurs. Là aussi, il y a toutes sortes de décisions qui ont des impacts à plus moyen et long terme qui sont importants. Donc, à la fois la distribution, puis encore plus la librairie qui est quand même plus visible comme personnage et comme lieu. Il y avait aussi, il faut bien le constater qu'on connaissait beaucoup mieux l'édition que la librairie. Donc, quand on est un jeune chercheur et qu'on voit que c'est un vaste champ quasi inexploré, pourquoi pas se lancer puis voir ce qu'on peut aller chercher comme information. Tout à fait. Donc, vous avez abordé un libraire très coloré, Henri Tranquille, pour ne pas le nommer. Justement, vous avez contribué à l'acquisition du fonds Henri Tranquille à l'Université de Sherbrooke, un fonds plutôt exceptionnel, là, il faut le dire. Est-ce que votre rencontre avec Henri Tranquille, dans le cadre de ces entretiens-là, a facilité peut-être le processus d'acquisition? Bien, modestement, je pense bien que oui, parce que on avait eu vraiment un beau contact, moi et Henri Tranquille. J'avais été le rencontrer à son appartement dans le secteur de la Chine, à Montréal, et on avait eu 2 rencontres c'était étalé sur près de 3 heures au total. Puis j'avais été évidemment fasciné par le personnage. J'étais pas le premier avec sa façon de raconter les histoires de plus truculentes et divertissantes les unes que les autres, avec sa façon très théâtrale, mais en même temps, c'était vraiment un conteur très habile qui nous amenait avec lui. Puis donc, ces heures-là avaient évidemment passé excessivement rapidement. Et donc, c'est sûr que comme il avait vu l'intérêt que j'avais eu pour son histoire et que ensuite j'avais fait le premier relais là, pour le service des archives pour voir s'il était intéressé à les déposer, je pense que ça a aidé à ce que ce soit conclu, mais j'étais bien heureux de ça. Et je tiens aussi à souligner qu'il y a une richesse des archives éditoriales et de libraires à l'Université de Sherbrooke qui est presque inégalée, là, si on fait exception de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et donc, ça aussi, c'est très précieux et ça s'est construit avec le temps. Et je tiens aussi à mentionner que parmi ces archives, il y a aussi celles qui sont tenues au GRELC, qui sont des archives très riches, à la fois audio et documentaire. Et je suis heureux d'avoir apporté aussi ma modeste pierre à l'édifice avec différents entretiens, parce que là aussi, j'ai pu m'en rendre compte. C'est en rencontrant les gens qu'on apprend des choses, leur façon d'être, leur tic, leur perception de la vie. Il y a un côté chaleureux qui s'installe quand on est dans la même pièce que quelqu'un d'autre, qui est totalement différente là, plus tard. Là, aujourd'hui, avec les Zooms, par exemple, je pense que tout le monde a pu
s'en rendre compte. Et malheureusement, plusieurs sont aujourd'hui disparus. Mais je les remercie bien des années après là, de m'avoir consacré ces moments pour relater leur expérience et leurs souvenirs. Donc, vous avez travaillé là, beaucoup sur le monde de la librairie, sur le monde de la distribution. Moi, je m'intéresse personnellement dans mon projet doctoral à la question de la librairie spécialisée. On craint souvent que le monde de la librairie traditionnelle et surtout spécialisée donc, soit mis à mal par la présence accrue de géants du web comme Amazon. Croyez-vous, là, avec votre expérience professionnelle, mais de recherche aussi, qu'il s'agisse encore d'une préoccupation de premier ordre? Ce serait quoi l'importance actuelle des librairies traditionnelles? Bien, leur importance demeure excessivement élevée. C'est sûr que la librairie en ligne a changé les choses dans le sens où on peut faire une recherche et tomber sur beaucoup plus de livres maintenant sur le web que dans les années 80, par exemple, où on n'avait pas d'autre choix que de se rendre au lieu ou de le commander via des catalogues, des revues. Donc, ça se présente un peu sur un plan différent, mais en même temps, paradoxalement, ça rehausse l'importance du lieu, ça le démontre. Justement, Henri Tranquille, dont on parlait tantôt, disait que la place des Arts était venue s'installer à côté de lui. Et pourquoi est-ce qu'il disait ça? Techniquement, c'était vrai, puisque évidemment, il était là avant la place des Arts. Et c'est sûr qu'il n'était pas tout seul. Là, quand même, il y avait la Comédie canadienne de Gratien Gélina qui était juste en face de lui. Donc, c'est sûr que il disait ça comme une boutade à la blague, parce que c'était pas la raison première, de toute évidence, pour laquelle la place des Arts était venue s'installer là où elle est maintenant, à Montréal. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose là sur l'importance du lieu, sur le fait qu'il avait été parmi les premiers dans ce quartier, et enfin d'autres avec lui, à être des premières gouttes de pluie qui se transformaient éventuellement en ruissellement, puis en ruisseau, puis en rivière pour arriver à un fleuve. Il y a dans cette circulation des gens qui se rassemblent en un même endroit une essence, une chimie, quelque chose qui se produit, qui est... ceci dit, c'est pas sans respect pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur le web. C'est évidemment magnifique, très souvent, pas toujours non plus, ce qui se passe de ce côté-là. Et c'est une forme de rassemblement virtuel, et ça, je trouve ça très, très correct. Mais je trouve qu'il ne faut pas mélanger l'un avec l'autre et reconnaître aussi la différence, la plus-value, l'énergie toute unique qui se déroule dans un lieu, dans un événement. Et donc, quand il y a une librairie spécialisée, là, je pense, par exemple, il y a la librairie Hugues Elion qui a suspendu ses activités tout récemment, ça fait les manchettes et c'est malheureux. Et il y a des gens qui se retrouvent un peu orphelins du lieu qu'ils aimaient fréquenter et qui leur apportait non seulement des informations, mais aussi des objets culturels, des livres, du divertissement, mais un partage aussi, un lieu de rassemblement avec d'autres avec lesquels ils partagent des mêmes intérêts et des mêmes valeurs. Alors, c'est ça aussi que ça représente une librairie spécialisée, mais c'est ce qui représente aussi une librairie indépendante. Puis, à sa façon, une chaîne de librairie a aussi sa mission, sa vocation, et chaque lieu est animé par des gens qui sont investis, qui sont passionnés, qui donnent une expérience complètement différente de ce qu'on trouve en ligne. Donc oui, la librairie est tout aussi essentielle qu'elle l'était auparavant. Donc, vous avez, maintenant, je vous amène encore sur un autre sujet, là, dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous avez créé, les programmes de formation universitaire en édition avec Marie-Pierre Luneau, qui sont des cursus uniques au Québec. Il s'agit donc des premiers programmes professionnalisants pour les personnes désirant travailler dans le monde du livre. Comment vous est venue l'idée de créer ces programmes-là et pourquoi ça vous paraissait nécessaire en 2007 de mettre sur pied ce type de programme d'études-là? Bien, pour l'anecdote, c'était lors d'un voyage en France que j'avais été frappé par cette idée. En fait, j'étais
à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, donc, qui est situé à Caen, en Normandie. Moi, j'avais eu une bourse pour analyser les archives qui étaient déposées là de l'entreprise géante Hachette, qui faisait 2 kilomètres de long. En fait, heureusement pour les boîtes qui concernaient le Canada, c'était beaucoup plus restreint, mais quand même, j'avais passé là quelques semaines et j'avais eu l'occasion de discuter avec des gens qui fréquentaient l'Institut et qui, donc je me rendais compte, avaient eu une formation. Certains avaient eu une formation en édition, d'autres avaient eu une formation en librairie. Je m'étais dit, mais donc j'avais été saisi du fait que ça existait en France, donc il y avait des formations pour devenir éditeur ou libraire ou pour travailler dans la chaîne du livre là, de façon assez générale, en plus des formations de documentaliste ou de bibliothéconomie qui existaient aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça au Québec ou au Canada en français? Pourquoi est-ce que les étudiants d'ici n'ont pas accès à ce type de formation? Si ça se fait en France, on pourrait très bien le faire au Québec. Donc, je m'étais dit que j'allais en parler à Marie-Pierre Luneau et à José Vincent, qui étaient à l'époque les co-directrices du GRELC. Et puis, en fait, à ma grande surprise, elles m'ont confié le mandat de creuser davantage le projet, donc à mon retour à Sherbrooke. Et puis, elles m'ont ensuite demandé de recenser quelles sont les formations existantes, de cerner les opportunités. Donc, je me suis lancé, j'ai fait un rapport là-dessus sur ce qui pouvait être fait, sur qu'en fait, évidemment, il y avait des lacunes au Canada puisqu'il n'y avait rien en français sur l'édition et la librairie, sauf les formations continues qui étaient procurées par l'ANEL, par exemple l'Association nationale des éditeurs de livres. Du côté de la librairie, il y avait la LQ, l'Association des libraires du Québec. Donc, c'était beaucoup plus de la formation continue, des ateliers qui étaient donnés sur un après-midi ou sur une journée ou 2 journées au maximum. Puis du côté des universités, il y avait la bibliothéconomie, par exemple, à l'Université de Montréal. Il y avait des formations plutôt documentaires. Il y avait du graphisme, des communications, évidemment. C'est à quelque part relié à l'édition. Plusieurs formations en littérature ou en histoire, mais pour tout ce qui est le cœur du métier d'éditeur, donc l'aspect éditorial, la production du livre et tout ce qui est promotion du livre, c'était le désert. Donc, ça a été l'occasion là, de fil en aiguille de créer un projet de programme, puis éventuellement de démarche en démarche, d'étape en étape, c'est devenu un programme qu'on a pu lancer au campus de Longueuil. Donc, vous êtes un témoin privilégié des changements dans le monde de l'édition au Québec. Selon vous, est-ce que ce genre de formation-là change le paysage éditorial? Et si oui, de quelle manière? Ça change certainement le paysage éditorial. En fait, tout d'abord, quand on va dans n'importe quel événement du livre aujourd'hui, que ce soit le Salon du livre de Montréal ou plusieurs salons ou des lancements, en fait, c'est quasiment impossible de ne pas tomber sur un des diplômés du programme. Alors, ça montre à quel point les diplômés ont essaimé partout dans la profession et à quel point, donc, le fait d'avoir ouvert une voie, une formation qui donne un accès privilégié au milieu de l'édition, qui donne des connaissances, mais aussi un certain nombre de contacts, puis une année riche en opportunités de toutes sortes, les gens qui sont motivés pour travailler dans le milieu du livre peuvent passer à travers cette étape-là, combiner à leur baccalauréat dans une spécialité quelle qu'elle soit, et ensuite se donner un tremplin vers le milieu du livre. Ça change aussi parce que les diplômés aussi, souvent, ils se connaissent entre eux. Bon, d'habitude, c'est avec l'année, les gens qui étaient à la même année qu'eux, mais ça crée un certain réseau de base, déjà, quand les gens arrivent dans la profession. Ça aussi, c'est précieux. Puis, évidemment, toutes les connaissances qu'ils acquièrent ici avec l'ensemble des enseignants, mais aussi tous les conférenciers qui viennent pour relater de leur expérience dans le milieu du livre, qui contribuent comme ça à la formation, les stages qu'effectuent les étudiants, qui là aussi leur donnent une première expérience, l'ensemble des connaissances qui leur sont transmises, ça leur donne une structure solide,
commune aussi, sur laquelle ensuite ils peuvent bâtir. Donc, ça se fait, je pense, à moyen et à long terme, mais c'est indéniable. Jusqu'à tout récemment, vous avez été le directeur du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Pouvez-vous nous parler là, brièvement un peu de cet organisme-là? Ben oui, ça a été une magnifique découverte pour moi. Tous ces éditeurs honnêtement, que je connaissais moins, même à l'époque où j'étais au programme en édition, et qui sont très actifs à la fois en Ontario, dans les provinces de l'Ouest et en Atlantique. Donc, il y a une quinzaine d'éditeurs qui sont proches de leur communauté et qui m'ont en fait éclairé aussi sur non seulement la nécessité, mais le rôle essentiel que jouent les éditeurs. Parce que on peut se demander, mais pourquoi est-ce que les auteurs de la Saskatchewan, par exemple, ou de l'Ontario n'envoient pas leurs manuscrits à des maisons d'édition du Québec ou de la France? Puis on peut, la même question se pose pour des auteurs québécois. Pourquoi est-ce qu'ils envoient leurs manuscrits à des maisons d'édition de Montréal plutôt que de les envoyer directement à Paris? C'est moins le cas maintenant que ça l'a été à une certaine époque, mais en fait, les raisons sont un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage local à une maison d'édition, il y a une connaissance des réseaux littéraires locaux et régionaux et provinciaux, il y a une connivence, il y a une complicité qui est absolument nécessaire. Puis on peut très bien imaginer que ils en font beaucoup mieux la promotion. Je pense aux éditions Personnages qui sont menées de main de maître par Serge Patrice Thibodeau, qui connaît toutes les personnes, en fait, à quelque part, qui interviennent dans les différents événements littéraires. En fait, ce que je veux dire à propos d'une maison d'édition comme Personnages, c'est qu'elle propulse toute la nouvelle génération de poètes et d'auteurs acadiens. Et c'est fabuleux de voir ça. Et si un éditeur comme celui-là n'existait pas, ben on peut penser aussi que cette génération de jeunes auteurs n'aurait pas la même vivacité, n'apprendrait pas non plus comment les choses se font, n'aurait pas de lieu de publication parce que, clairement, une maison d'édition qui est située à Québec ou à Montréal n'a pas la même sensibilité pour des auteurs qui viennent du Nouveau-Brunswick. Et ça ne veut absolument pas dire, c'est absolument pas un jugement sur la qualité d'un auteur ou d'une œuvre, le fait que quand l'éditeur qui est plus proche souhaite le publier, au contraire, c'est que souvent l'éditeur le comprend mieux, voit mieux quelle est l'importance de cette œuvre, comprend mieux pourquoi ça devrait être publié, et tandis qu'un éditeur qui est éloigné, que ce soit à Montréal ou à Paris, ben il n'a pas du tout cette sensibilité-là, et va se dire souvent que s'il publie un auteur qui est éloigné, ben il va devoir le faire venir pour le lancement ou va devoir se déplacer pour le lancement. Pour la promotion, ça va être compliqué. Pour le faire participer à différents salons, à différents événements, il va y avoir des coûts qui vont être associés à ça. Donc, en fait, il y a toute une série de facteurs décourageants qui font que les maisons d'édition remplissent leur mission de façon essentielle en étant proche de leur communauté, puis en sachant quels sont les talents au sein de cette communauté littéraire qu'il est essentiel de proposer à un public plus large. Et la beauté d'une maison d'édition, c'est qu'on s'adresse non seulement au public de la communauté où on est installé, que ce soit à Moncton, Ottawa, ou Winnipeg ou Vancouver, mais à l'ensemble des publics lecteurs. Donc, on touche via nos distributeurs et libraires le public québécois, bien entendu, et on a aussi des opportunités pour faire toucher les publics européens, puis même américains via l'impression à la demande. Donc, le regroupement se veut un fortificateur, a une mission politique auprès des instances décisionnelles comme le Conseil des arts du Canada ou le Fonds du livre du Canada. Donc, il y a une voix que les éditeurs franco-canadiens ont. Ils ont aussi un dynamisme et une vitalité qui est remarquable. Plusieurs défis, évidemment, auxquels ils sont confrontés. Mais il y a une belle unité. Puis, je suis très content du virage là, que le RFC a dû
prendre à l'époque où moi j'étais là, parce que quand je suis arrivé, en fait, le RFC était diffuseur et chacun des éditeurs était distribué par Prologue. Puis là, on a changé le modèle et maintenant, chacun des éditeurs est diffusé et distribué par l'entreprise de son choix. Donc, il y avait, sur le plan de la mission de l'entreprise ou de l'organisme, pas mal de changements à effectuer. Puis, on a recentré la mission de l'organisme sur la promotion et sur les salons du livre, sur les événements, en essayant d'aller rejoindre les gens dans une multiplicité d'événements dans plusieurs localités différentes, de façon à faire des efforts que les éditeurs pris individuellement n'étaient pas en mesure de faire, parce qu'évidemment, c'est très chronophage d'aller à un événement, un salon du livre soit à Sudbury, à Hearst ou à Vancouver, mais si le regroupement y va au bénéfice de l'ensemble de ses membres, ben là, il y a une mutualisation qui se produit, puis un effet positif pour tout le monde. Donc, ça a été vraiment une belle découverte et beaucoup de déplacements, comme j'ai jamais fait auparavant à travers le Canada. Et ça a été là aussi très enrichissant et ça a été des années pleines de découvertes. Vous êtes directeur général des éditions David depuis 2021. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette maison d'édition? Bien, d'abord, les éditions David sont un membre du regroupement des éditeurs franco-canadiens, dont j'étais le directeur général précédemment. Donc, évidemment, je connaissais bien les éditions David et j'avais vu leur évolution dans les 6 ou 7 années durant lesquelles j'étais au RFC. Et je trouvais que c'était... j'avais beaucoup d'admiration, en fait, pour ce que faisaient les éditions David et pour mon prédécesseur, Marc Hennequin, qui était un homme... qui est toujours, d'ailleurs, un homme très raisonné, structuré, intelligent, vif d'esprit et qui a une capacité de prendre du recul aussi puis d'amener la maison d'édition dans de belles directions. Et avant lui, il y avait eu le fondateur Yvon Mallette, donc deux périodes, deux ères très riches et qui avaient donné une base très solide à cette maison-là. Alors, quand l'opportunité s'est présentée, d'une part, j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour au RFC, puis d'autre part, je me suis dit, ben après tous ces détours que je vous ai racontés, pourquoi pas moi-même me lancer dans l'édition? Et c'est ce que j'ai fait. Puis, en fait, à ma grande surprise, je dois dire, c'était très différent du métier, de la direction d'une association d'éditeurs et très différent aussi, évidemment, d'être responsable des programmes en édition à Longueuil, même si c'était toujours dans le milieu du livre. Et donc, j'ai pu voir à quel point c'était trépidant. Là où c'est vraiment plein d'actions et de décisions quotidiennes, la vie d'éditeur. Donc, c'est de s'assurer que sur tous les plans, donc du côté éditorial, du côté de la production, puis du côté de la promotion, tout se passe bien. Et ça implique toutes sortes de projets qui se présentent, de dilemmes, de choix à faire, parfois déchirants. On se rend compte qu'on est assez proche des auteurs et de l'équipe, mais parfois, si on refuse un manuscrit d'un auteur qui est déjà dans la maison d'édition, c'est extrêmement délicat. En même temps, c'est très optimiste, c'est plein d'espoir, le métier d'éditeur, puisqu'on espère toujours qu'on va dénicher la perle rare, que des projets vont fonctionner, que ça va aller du bon côté. C'est faire des paris constants, à quelque part, et s'assurer qu'on a un programme éditorial attrayant pour les différents lectorats de la maison d'édition. Donc, c'est très prenant, mais c'est très stimulant. Et je comprends pourquoi c'est attrayant, justement, pour des gens qui se demandent ce qu'ils vont faire de la vie, de se dire, je vais travailler dans le milieu du livre, parce qu'il y a toujours beaucoup de réflexion, de décision et toujours beaucoup d'actions, de rencontres aussi. Le livre, c'est très humain. C'est un objet, évidemment, que ce soit papier ou virtuel, mais c'est aussi des occasions de rencontres à travers les salons, à travers les lancements, à travers les différentes démarches via les médias. Et c'est donc très, très nourrissant, très motivant de travailler dans ce milieu-là. Alors, je suis très heureux d'avoir fait le saut
à la direction des éditions David. Frédéric Brisson, merci pour cette discussion qui a vraiment permis d'éclairer la formation des éditrices et éditeurs au Québec, mais aussi donc certains enjeux de la librairie et de l'édition en contexte minoritaire. Avant de se quitter, on aime bien donc inviter les visiteurs à signer le livre d'or du GRELQ en nous livrant une phrase ou une citation qui, pour vous, donc résume votre conception du monde du livre au Québec. Donc les mots de la fin sont les vôtres. Bien, je vais retourner à mes années d'étudiant où on nous avait fait lire Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre. Et il y a une phrase qui m'avait marqué, il disait, cet existentialiste, il disait « Un livre n'existe que lorsqu'il est lu ». Et effectivement, ça a beaucoup orienté mes intérêts, mes axes de recherche, parce qu'il y a une forme de magie dans la rencontre entre d'un côté l'auteur et l'éditeur, donc le producteur, puis de l'autre le lectorat, et tout ce qui est entre les deux, les intermédiaires, donc les diffuseurs, les salons, les événements, les libraires, jouent un rôle crucial. C'est une mécanique assez complexe, un peu mystérieuse, mais absolument nécessaire. Tout ce rôle de médiation est absolument critique, puisque c'est pas tout de publier un livre. Encore faut-il s'assurer qu'on en fasse une belle promotion, qu'on lui donne la visibilité qu'il mérite, et Dieu sait qu'on est inondé, mais tant mieux, à quelque part, de titres de toutes sortes. Et c'est au lecteur de faire ses choix, mais ça lui arrive pas comme ça de façon toute naturelle. Et lui-même est inondé par un flot d'informations dans lequel il se dirige. Donc, cette importance du fait de mettre le livre entre le lecteur, cette importance des lieux de médiation et des personnes qui lui mettent le livre entre les mains, m'est toujours apparu crucial. Et donc, d'où cette phrase-là que je relève, un livre n'existe que lorsqu'il est lu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Cette série de balados est réalisée en collaboration avec l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. La captation a été réalisée par Ismaël Chagnon et l'indicatif musical a été composé par Valérie Lambert-Fréchette.